Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 4e webinaire des jeudis de notre école, en lien avec le projet ministériel Notre école, faisons-la ensemble. Je suis Marion Dubois-Pagé, IAIPR d'anglais et déléguée académique à l'innovation pédagogique et membre de l'équipe d'appui académique Notre école, faisons-la ensemble avec Laurent Pinel, adjoint au DAZEN du premier degré pour Madame la DAZEN de l'Aisne. Je vois que Laurent est connecté sur le chat. Et également Isabelle Albar, que je salue plus spécifiquement en ce 2 février. Je suis ici dans le studio de l'EAFC avec à mes côtés Madame Mélanie Balny, que je vais laisser se présenter. Donc, je suis la principale du collège Jules Verne de Rosières-en-Santerre. Et puis également à distance depuis Château-Thierry, nous avons Hélène Siga que je vais afficher en plein écran. Bonjour, Hélène Siga, je suis professeure d'allemand au lycée Jean de La Fontaine de Château-Thierry. Et puis Patrice Clerc qui nous rejoint depuis Creil à distance. Exactement, je suis Patrice Clerc, je suis professeur des écoles. Je suis également coordonnateur du REP+ AVES de Creil. Alors, également dans le studio, nous avons 2 chargés de mission Cardi qui s'occupent plus spécifiquement du chat, Monsieur Noé et Madame Dina Durupt. Et puis, alors vous ne le voyez pas, mais sans lui, rien ne serait possible. Derrière la caméra, Stéphane Caoudal et toute l'équipe de l'EAFC, et nous en profitons pour les remercier chaleureusement pour leur soutien sans faille dans la réalisation de ces webinaires. Alors, peut-être un point étape sur notre école Faisons-la ensemble. Vous le savez, merci d'être si nombreux à être connectés aujourd'hui. Les objectifs de notre école Faisons-la ensemble, c'est de faire émerger, suite à une réflexion locale, à une concertation locale, des initiatives nouvelles et des projets innovants, visant 3 axes essentiellement: l'excellence pour tous les élèves, la réduction des inégalités et le bien-être à l'école. Tout cela en lien avec le projet académique Ambition Réussite 2025. Les projets doivent répondre, en tout cas les projets déposés par l'Académie d'Amiens doivent répondre, et Monsieur le recteur l'a souhaité vraiment très précisément, aux besoins des élèves et viser l'amélioration de leurs résultats. Alors, un petit point d'étape, puisque la première commission d'examen des projets s'est tenue la semaine dernière et que 6 projets ont été validés, des projets d'écoles, de collèges et de lycées, répartis sur les 3 départements. Nous sommes en train de travailler, de finaliser les circuits financiers de façon à ce que les fonds puissent être débloqués rapidement et ces établissements vont être prévenus officiellement. 21 projets sont en cours d'étude. Ils sont donc accompagnés par l'équipe d'appui académique, mais aussi par les collègues inspecteurs du premier degré, les collègues IAIPR, IEN, ETEG du second degré, inspecteurs référents, les porteurs de dossiers et la CARDI, de façon à ce que les projets prennent forme. Et puis, 45 projets sont en cours de rédaction. C'est en tout cas ce qui indique la plateforme nationale sur laquelle chacun des établissements, écoles, établissements, saisissent leurs projets. Il y a également des concertations, des réunions, des réflexions qui sont menées en nombre sur notre territoire, de façon à ce que ces projets puissent émerger. Alors vous le savez, c'est le 4e webinaire des jeudis de notre école. Notre idée, c'est de vous présenter des projets, des idées, des inspirations, mais aussi de répondre à vos questions. Le précédent webinaire qui était animé par Monsieur Pinel portait sur les CAP, les communautés d'apprentissage professionnel. Le précédent webinaire portait sur les 6e tremplins et finalement cette liaison CM2-6e que l'on peut travailler en co-enseignement notamment sur les savoirs fondamentaux. Le prochain webinaire, celui du 9 mars, portera sur l'immersion linguistique. Et aujourd'hui, plutôt que de se focaliser sur un projet spécifique, nous avons fait le choix de porter notre regard sur la démarche de projet. Finalement, qu'est-ce qu'un projet innovant ? Pourquoi réaliser des projets innovants, pourquoi faire, avec qui, comment. Voilà, donc l'objectif est bien de réfléchir ensemble à cette démarche de projet,
de vous donner quelques points de vue, quelques aperçus avec des regards croisés, celui de Madame la principale, celui d'Hélène qui est donc professeure du second degré, également professeur référent Cardi, et puis celui de Patrice qui est donc professeur des écoles et coordonnateur REP+. Et nous espérons que le croisement de ces regards vous permettra à vous, à chacun d'entre vous, chefs d'établissement, professeurs, dans vos établissements, dans vos écoles, de rédiger les projets, de les élaborer pour pouvoir entrer dans la démarche de notre école. Faisons-la ensemble. Alors, sans plus attendre, si vous le voulez bien, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et j'aurais voulu poser une première question à Monsieur Clerc, qui a une expérience de l'élaboration de projets dans le premier degré et dans le second degré, notamment dans le cadre de l'éducation prioritaire, pour lui demander finalement une question qui est très très large, mais il faut peut-être définir un petit peu le sens des mots. Monsieur Clerc, selon vous, selon votre expérience, qu'est-ce qu'un projet et quelles sont les finalités d'un projet innovant ? Alors, c'est la bonne question. Un projet, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout un dispositif pédagogique. Un dispositif, vous l'avez très bien dit, qui doit répondre à un besoin, c'est important parce que il faut bien le définir au départ. Et si ça répond pas à un besoin, c'est pas la peine d'innover en fait. On innove parce qu'on a un problème et il faut essayer de résoudre un problème. Et donc, si on excelle, tous nos élèves excellent sur l'addition, il est inutile de faire un projet qui va demander beaucoup d'énergie sur l'addition. Il faut vraiment cibler un besoin particulier. Pour moi, l'idée, c'est aussi de mettre les élèves dans une situation problème à grande échelle. Situation problème qui va prendre un temps un peu plus long que juste l'espace du temps de la classe d'1 heure, peut-être plusieurs séances, peut-être toute l'année. Mais c'est un projet qui doit être défini sur le temps, sur un espace défini dès le départ. Souvent, ça permet aussi à nos élèves de se projeter sur des objectifs à court terme. Il est compliqué pour des élèves, d'autant plus quand ils sont jeunes, de se dire je vais fournir un effort très important parce que plus tard je veux passer tel ou tel diplôme, parce que plus tard je veux réussir à savoir, à comprendre comment fonctionne l'histoire du monde. Souvent on utilise cette démarche pour pouvoir les mobiliser sur un temps court. Par exemple, dans 3 semaines, on va mettre en place une exposition des travaux d'élèves. On a 3 semaines pour préparer ce temps-là. Comment est-ce que... et là, les élèves peuvent se projeter sur 3 semaines avec les télayages de l'enseignant. Ou dans 2 semaines, on rencontre les 6e pour une rencontre autour de jeux. Il faut que vous soyez prêts, il faut que vous vous entraîniez sur telle ou telle compétence pour pouvoir rencontrer les 6e. Ça, c'est au niveau des enseignants, enfin au niveau des élèves, pardon. Au niveau des enseignants, ce qui est intéressant aussi dans la pédagogie de projet, c'est que ça permet de faire travailler ensemble des collègues et donc d'échanger sur leurs gestes professionnels. Ce qui est parfois compliqué dans l'absolu de se dire, sur le papier, on pense qu'il faut pratiquer telle ou telle pédagogie. Quand on se rencontre ensemble à préparer une séance de classe ou préparer à un temps donné, on peut vraiment voir comment est-ce qu'on va passer la consigne, comment est-ce qu'on va être précis sur la gestion de chacune des étapes des séances de classe. Très bien, merci. Donc, partir des besoins des élèves, donner des échéances précises aux élèves et relativement courtes selon vous, et puis aussi, cela permet de réfléchir aux gestes professionnels des enseignants. Hélène, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur les différents points élaborés par Monsieur Clerc et aussi à vos yeux dans le second degré, qu'apporte un projet innovant ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de réaliser des projets innovants ? Alors, je suis bien sûr d'accord avec Monsieur Clerc. J'ajouterais peut-être que la pédagogie de projet permet aussi de travailler différemment en fait pour les élèves et d'explorer d'autres manières de travailler. La notion aussi de projet implique la notion de groupe et de travail coopératif entre les élèves. Donc aussi, ça permet de rendre conscients les élèves qui ne sont pas seuls et que apprendre ne peut se faire totalement seul et que les camarades peuvent être aussi des ressources. Et puis en ce qui concerne les enseignants, je trouve que le projet fait évoluer la pratique pédagogique de chacun,
permet d'enrichir aussi ces gestes professionnels et très souvent cela rejaillit en fait sur la pratique quotidienne de l'enseignant. Voilà, c'est une manière aussi, le projet d'interroger sa pratique professionnelle. Voilà ce que j'avais à rajouter. Très bien, merci. Donc finalement, le fait qu'un projet qui parfois peut, au départ en tout cas lors de son lancement, donner l'impression d'être un peu externalisé, finalement, tout l'enjeu, c'est qu'assez vite, il irrigue les apprentissages des élèves dans les cours classiques, ordinaires, quotidiens, et également la réflexion pédagogique des enseignants. Très bien, merci Madame la Principale. Quel est votre regard de Principale sur l'intérêt de réaliser des projets innovants dans les établissements scolaires? Il va rejoindre le point de vue de Patrice et d'Hélène, parce qu'à mon sens, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir installer une dynamique collective, une dynamique d'équipe, pour faire un vrai collectif apprenant, parce que la dimension réflexive des projets qui sont à l'œuvre quand les équipes travaillent ensemble, elles ont non seulement une retombée sur la réussite des élèves, parce que bien évidemment, un projet, ce sera une tentative de réponse collective à un besoin constaté, comme le disait Patrice. Et en tant que chef d'établissement, moi, cette démarche collective et réflexive au service de la réussite des élèves, elle est partie prenante, c'est même la colonne vertébrale du projet d'établissement, à vrai dire, à l'heure actuelle, pour en tout cas le Collège de Rosières et les équipes qui travaillent fortement et que je salue d'ailleurs pour leur investissement. Très bien, merci. Alors, avant de répondre à la question de Monsieur Pinel, qui est en effet très intéressante et qui est clé, hein, celle de l'implication des élèves dans le projet, mais également dans sa construction, dans son élaboration, j'aimerais revenir sur la question d'équipe, puisque finalement tous les trois, vous avez abordé la question de l'équipe, du fait que c'est un projet qui n'est pas porté que par une seule personne, ou par un directeur d'école uniquement, ou par un chef d'établissement, mais certes il y a un pilote, hein, le directeur avec l'IEN et le chef d'établissement, mais le projet est coordonné et il s'appuie sur une équipe. Et Madame la Principale, comment faire pour fédérer une équipe, pour faire en sorte que différents professeurs finalement fassent équipe pour ce projet? Je dirais que le point de vigilance, si ça doit être un point de vigilance sur ce sujet-là, c'est vraiment de pouvoir instaurer des temps de concertation, de pouvoir aussi animer en tant que chef d'établissement ces temps pour faire du lien dans les équipes et vraiment avoir un positionnement de facilitateur de projet. Une fois que le diagnostic est posé, que le besoin et la réponse à ce besoin est indiquée, effectivement, c'est important de pouvoir prendre ces temps de réflexion pour poser une organisation, pour faire des liens avec d'éventuels partenaires aussi, et puis pour pouvoir avoir un temps d'échange pour qu'on ait des ressources pédagogiques communes et qu'on puisse ensuite construire la réponse la plus adaptée. En tout cas, le premier tâtonnement, pour moi, c'est quelque chose qui est important aussi, parce qu'avant tout, c'est pouvoir faciliter les équipes et puis parfois, c'est nécessaire lever un premier bloquant, un premier frein qui pourrait être de ne pas s'accorder le droit à l'erreur. Il me semble que c'est quelque chose qui est très important. Si l'erreur c'est un outil pour enseigner, c'est aussi un outil essentiel pour innover et construire avec les élèves cette réussite. Et je pense que les équipes qui prennent ce risque-là, quand elles sont face à leurs élèves et qu'elles acceptent aussi de se tromper, je pense que c'est aussi un message qui est très important pour les élèves et qui leur permet aussi d'intégrer leur propre droit à l'erreur dans ce qu'ils peuvent entreprendre en classe. Très bien, merci. J'aimerais bien avoir le point de vue de Monsieur Clerc sur cette notion du droit à l'erreur, du fait d'oser, parce que pour innover, pour essayer autrement, il faut oser. Donc cette notion de droit à l'erreur, et donc aussi d'équipe, puisque c'est l'équipe dans son ensemble qui va chercher à tester peut-être de nouvelles pratiques pour répondre aux besoins des élèves. Qu'est-ce que vous en pensez, Patrice ? Alors, sur le droit à l'erreur, je partage entièrement cette idée, surtout de le transmettre aux élèves, que l'erreur fait partie de l'apprentissage, et sans erreur, il n'y a pas d'apprentissage. Sur les enseignants, c'est difficile de les rassurer là-dessus, parce qu'on ne fait pas d'expérience sur les élèves.
On peut pas se dire j'expérimente et à la fin, tant pis, c'est raté, ça n'a pas marché, dommage, mais nos élèves savent pas faire. C'est pour ça que je pense qu'il faut en parler dès le départ et définir des objectifs obligatoires, des bornes. Par exemple, sur certains projets s'aventuriers qu'on met en place sur Creil, on se dit que il y a des moments où on va tâtonner, des moments où on va se tromper, mais il y a des choses où on doit être sûr de réussir. Par exemple, nous, on a un vrai besoin pour nos élèves de prendre la parole systématiquement et d'apprendre à s'exprimer à l'oral. Et donc, on s'est dit que sur ce projet-là, systématiquement, chaque fin de séance, on se garde un quart d'heure pour que les élèves verbalisent ce qui s'est passé. Et tout se passe au tableau, un quart d'heure. Et là, on est sûr que cette compétence-là, elle sera développée. Et que même si on expérimente, même si on a le droit à l'erreur, on est sûr que ça, ce sera travaillé. On se sera peut-être trompé sur 10 minutes, un quart d'heure, mais c'est pas grave. On sait que ces compétences-là seront développées. Ça rassure aussi les enseignants de se dire on va pas faire un projet en partant sur quelque chose de pas sûr et nos élèves seraient des cobayes. Je pense que ça, c'est important. Sur le fait d'évacuer les contraintes et d'avoir des temps de concertation, je trouve ça fondamental aussi. Il faut aussi, nous, qui accompagnons des projets, essayer de faire notre possible, je pense, pour que les enseignants puissent se concentrer au maximum sur le pédagogique. Essayer de les décharger parce que mettre en place un projet, c'est aussi énormément de contraintes, c'est du travail supplémentaire, et c'est beaucoup de contraintes de lieu, de date, de salle, de budget, et ça, il faut l'évacuer assez vite et les accompagner là-dessus, pour qu'eux puissent se concentrer intégralement ou un maximum sur le pédagogique. Justement, l'idée de notre école Faisons-la ensemble, c'est de fluidifier, de faciliter le travail des équipes qui souhaitent se lancer. C'est précisément cela. Oui, tout à fait. Très bien, merci. Hélène, est-ce que vous pourriez apporter votre regard de professeur du second degré sur le fait, ce besoin de fédérer l'équipe, mais aussi sur le fait qu'il faut des résultats, comme le disait Monsieur Clerc, et puis aussi il y a cette notion de droit à l'erreur, sauf qu'on travaille avec des élèves, et que ça n'est pas évident. C'est évident, il y a une notion d'éthique aussi là-dessus. Hélène, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Oui, exactement. Alors, faire équipe quand on est dans le second degré et en plus quand on est au lycée, c'est pas très très simple en fait, parce que c'est vrai que quand on est dans un grand lycée où chacun a son emploi du temps, c'est très compliqué de trouver des créneaux communs où on puisse se réunir. Donc ça paraît tout bête, mais c'est déjà la première étape. Quand est-ce qu'on va se réunir ? Est-ce qu'on a une heure de concertation éventuellement qui peut être placée dans notre emploi du temps pour être sûr qu'à un moment donné on puisse tous se voir. Donc en ce moment on a une classe coopérative au sein du lycée Jean de La Fontaine, et c'est vrai que c'est une des problématiques que l'on a trouvé un créneau commun en fait. Voilà. Faire équipe, pour moi, c'est aussi avoir conscience tout simplement de ce que ma discipline, mon expertise en fait et mes pratiques pédagogiques peuvent apporter au final aux élèves et aux projets. Et c'est l'idée selon laquelle en fait chacun a quelque chose à apporter de différent, mais que ces choses-là vont s'additionner les unes aux autres. Ce qui peut être compliqué au départ dans une équipe, c'est que chacun en fait des fois arrive à sa conception de ce que doit être ce projet. Et donc on fait comme dans une classe coopérative, c'est-à-dire qu'il faut discuter, négocier, recentrer, peut-être reformuler les objectifs aussi. Voilà, donc moi c'est ce que j'aurais à ajouter sur la notion de faire équipe, qui est en fait l'essence même pour moi, enfin une des essences d'un projet qui peut réussir et qui peut aboutir au mieux avec les élèves. Après l'expérimentation, oui, elle est toujours très compliquée parce qu'effectivement, expérimenter ne veut pas dire mettre en danger les élèves. Notre but, c'est bien sûr que les élèves progressent et que ce projet soit pour eux la chance en fait de pouvoir enrichir leur parcours en fait. Donc le droit à l'erreur, il faut en être conscient. C'est vrai que du côté des enseignants, c'est toujours un peu compliqué de se dire qu'on peut faire des erreurs. Après, je pense qu'il faut dédramatiser aussi des fois l'impact que peuvent avoir ces erreurs-là. Peut-être que c'est un peu biaisé du côté de l'enseignant. L'enseignant a toujours l'impression que l'erreur peut être très très grave. Voilà, on peut se tromper. L'essentiel est quand même d'en être conscient et d'infléchir assez rapidement pour pouvoir continuer le projet de manière sereine avec les élèves. Donc
ce que je retiens finalement de ce que vous nous dites tous, c'est l'importance des échanges, du dialogue, de la concertation avec les différents acteurs du projet, et on va y venir, de façon à pouvoir peut-être mettre en place des phases de régulation du projet pour pouvoir prévenir les éventuelles erreurs. Il me semble que des phases de régulation avec des objectifs précis permettent peut-être de recadrer un petit peu certains objectifs du projet, décidés de façon concertée. Et puis j'aurais tendance à dire aussi que c'est le rôle des accompagnateurs et donc des inspecteurs, des chefs d'établissement, des équipes de formateurs, des équipes CARDI, de l'équipe d'appui, de rassurer les enseignants et de les accompagner de façon à ce qu'ils osent se lancer sans pour autant avoir l'impression d'innover certaines pratiques qui ne répondraient pas aux besoins des élèves. Peut-être un autre point sur lequel je voulais venir, c'est, et ça permettra de répondre à la question de Laurent Pinel, quelles sont les étapes, à vos yeux, incontournables lorsque l'on conçoit un projet, lorsqu'on l'élabore, et quelles sont les questions à se poser impérativement? Madame la principale, un projet innovant. Hein. Sur un projet innovant? Oui. Dans un premier temps, déjà être bien au clair sur l'organisation, si ça nécessite des aménagements spécifiques à l'emploi du temps ou non. C'est pour ça que les temps de concertation sont importants pour pouvoir apporter des réponses concrètes à la mise en œuvre du projet. Et puis ensuite, il y a une partie, je dirais, qui est intrinsèque aux enseignants porteurs et à leur classe, c'est-à-dire comment ce pari du projet est relevé et par les enseignants qui encadrent et par les élèves qui s'impliquent, hein, pour répondre à la question. Et là, effectivement, selon ce qui est envisagé comme action, c'est très important de pouvoir avoir le discours le plus clair et le plus explicite possible sur les objectifs qui sont visés, sur les différentes étapes, de pouvoir le communiquer aux élèves et puis parfois aussi et aux familles, parce que selon la nature du projet qui est mise en œuvre, ça peut être très important aussi de pouvoir impliquer les familles pour la réussite du projet. Donc beaucoup de communication de façon à impliquer les différents acteurs. Hélène, à vos yeux, alors je vais replacer sur Zoom, voilà, quelles sont, selon vous, les questions incontournables à se poser lorsque l'on veut élaborer un projet innovant? Alors je pense qu'une des premières étapes préalables, c'est peut-être le diagnostic que l'on fait. Oui. Diagnostiquer justement quelles sont ces problématiques, quels sont les besoins des élèves. Est-ce que notre diagnostic individuel est un diagnostic qui est partagé par l'équipe pédagogique, par exemple, et puis ensuite réunir, essayer d'avoir une équipe avec soi, hein, qui est partante pour pouvoir répondre justement à ce diagnostic et à ces problématiques de départ, et puis ensemble élaborer en fait, hein, tout simplement les différentes étapes telles qu'on peut les imaginer du projet, établir de manière très précise les objectifs, et ces objectifs-là vont très souvent, de toute façon, au fur et à mesure que l'on avance dans le projet, être redéfinis. Hein. Voilà. Et puis après, oui, il y a tout le volet communication, et je pense que le volet de présentation du projet aux élèves est très important parce que c'est la motivation de départ en fait. Hein. Donc il faut non seulement présenter le projet aux élèves, mais le co-construire avec eux, parce que si on les met en position de passivité, en fait on commence assez mal le projet, parce que l'idée du projet c'est de les impliquer et de les rendre actifs. Donc c'est vrai que moi personnellement, quand je mets un projet en place, alors j'en ai fait pas mal, en langue est toujours, très souvent associé avec une discipline artistique, que ça soit le théâtre, que ça soit le cinéma, que ça soit les arts plastiques. Et c'est vrai que très vite, en fait, j'aime bien co-construire avec les élèves, même si, bien sûr, moi, j'ai déjà un cadre dans mon esprit, mais ce cadre-là, il n'est pas totalement fermé, ouais, il évolue avec les élèves, mais je pense que si on veut les impliquer, il faut qu'eux aussi aient des perspectives et des étapes, en fait, de réalisation. Je vois que Patrice partage votre point de vue. Vous pourriez préciser, Patrice ?
Non, mais je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je pense que bien se fixer des objectifs, c'est très très important au départ. Les mettre par écrit entre enseignants aussi. Bien vérifier qu'on peut les évaluer. Par exemple, pour des projets sur le climat scolaire, c'est toujours très compliqué. Donc même s'il y a des fois des objectifs qui sont difficilement évaluables, qu'on soit sûr qu'il y a des objectifs évaluables et qu'on puisse en effet faire des points d'étape. Des points d'étape, je suis entièrement d'accord pour l'équipe, mais aussi pour les élèves. Et on a appris en plus avec le Covid et l'incertitude qu'il y avait dans la continuité pédagogique en classe, de bien faire des étapes à chaque fois avec les élèves pour être sûr que chaque partie du projet se concrétise et que si la prochaine période n'existe pas ou elle se fait à distance, le projet est quand même existé, qu'on puisse vraiment répondre aux attentes des élèves. Je pense que c'est hyper important ça aussi. Quand on annonce au départ, et c'est fondamental d'annoncer correctement l'objectif du projet, quand on l'annonce, je pense qu'il faut tout faire pour qu'il soit réalisé à la fin, pour pas perdre la confiance des élèves là-dessus et pouvoir les relancer. Et ce qui est pas mal aussi dans le fait de faire plusieurs petits projets à étapes ou dans le même projet plusieurs étapes, c'est qu'on utilise la dynamique de la première étape pour relancer la dynamique de la deuxième et ainsi on garde cette dynamique de classe pendant tout le temps du projet. Je reviens sur ce que tu disais aussi sur l'intérêt que les élèves fassent partie de la mise en place du projet. Deux choses, ça répond à ce que je disais au départ, c'est-à-dire mettre les élèves en situation de problème à grande échelle, et c'est en réussissant à résoudre ce problème-là qu'ils développent des compétences. Et puis je reviens sur un objectif du socle commun, qui est quand même le fondement de notre travail au départ, quand on se demande pourquoi on fait des projets. L'élève doit être capable de coopérer et de réaliser des projets, ça fait partie du socle. L'élève travaille en équipe, partage des tâches, s'engage dans un dialogue constructif, accepte la contradiction tout en défendant son point de vue, fait preuve de diplomatie, négocie, recherche. Sans projet, je trouve que c'est difficile de développer ces compétences-là chez les élèves. Il y a même écrit, il apprend à gérer un projet, qu'il soit individuel ou collectif, il en planifie des tâches. À partir de là, c'est difficile de lutter contre la pédagogie de projet. Et une dernière chose, de plus en plus, j'ai l'impression, je ne sais pas si c'est que de mon point de vue, mais que dans les études supérieures après bac, on a de plus en plus recours à la pédagogie de projet, qu'on fasse des écoles d'ingénieurs, qu'on fasse des écoles d'architecture, des écoles d'art. C'est de plus en plus utilisé et c'est important que nos élèves soient préparés à ça aussi. Merci. En vous écoutant, je me disais aussi que l'un des leviers pour impliquer les élèves dès le départ à la co-construction de projet, c'est la concertation, la réflexion qui est menée dans le cadre de notre école Faisons-la ensemble avant cette construction de projet, puisque les élèves, leurs familles, des associations locales, les collectivités territoriales, etc., peuvent être invités et nous encourageons à le faire, à participer à ces concertations et à cette réflexion. Il y avait une question concernant Monsieur Laubry. Je vais lire votre question si vous le voulez bien. Cela semble beaucoup plus compliqué d'impliquer les élèves en école primaire pour construire un projet de la petite section au CM2, plus facile au collège et au lycée. Alors on est sur un ressenti qui est très très intéressant. Qui souhaite répondre parmi vous trois à cette question selon laquelle il serait peut-être plus compliqué d'impliquer des élèves à l'école primaire à la construction du projet que des élèves de collège et de lycée. Peut-être faut-il redéfinir ce que l'on entend par l'implication des élèves dans la construction du projet. Monsieur Clerc, vous voulez préciser un petit peu ? C'est faire court. Oui. C'est vrai que évidemment c'est plus compliqué pour les élèves, ne serait-ce que par ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est difficile pour eux de se projeter. Plus ils sont petits, plus c'est difficile de se projeter dans le temps et de planifier les étapes. Ça, c'est à nous de les aider et de le prévoir dès le départ, par l'étayage et par des outils qui permettent de le faire. Des outils qui permettent de leur montrer la construction du projet au fur et à mesure. Des affiches, des étiquettes qui montrent des photos, qui montrent que voilà où on en était au départ, voilà les premières étapes, voilà ce qu'on va faire. Et ça, les mettre dans un emploi du temps pour qu'ils soient vraiment en capacité de s'en rendre compte. Être aussi toujours, et c'est ça le point le plus complexe et le plus important pour moi, toujours être explicite avec les élèves sur les compétences qu'ils développent. D'autant plus chez les petits et d'autant plus dans de la pédagogie de projet. C'est très simple pour un élève en difficulté de se dire, bon, en ce moment là, je dois faire une addition. En fait, j'apprends à faire des additions.
que dans une pédagogie de projet où là, on va avoir des objectifs sur l'oral, des objectifs de planification de tâches, de démarches pédagogiques, qui sont beaucoup plus complexes. Et donc, il faut vraiment pointer systématiquement lorsque l'élève utilise ces compétences-là et qu'il est en train de les développer. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un geste professionnel fondamental. Merci beaucoup, Patrice. Madame la principale, vous vouliez apporter une précision sur cette question ? Mais peut-être aussi parce qu'il me semble qu'une chance qu'il peut y avoir dans le premier degré avec de jeunes élèves, c'est leur spontanéité aussi. Et quand ils sont consultés, quand on leur demande aussi, ne serait-ce que du ressenti par rapport à certains projets menés, on peut avoir aussi des éléments qui sont très précieux pour réguler les objectifs et pour pouvoir assez rapidement étayer, réajuster. Cette spontanéité-là, on l'a moins dans le second degré, même si on a des cadres en fait d'expression de parole. Je pense au CVC, au CVL, qui sont moteurs aussi de projets, innovants ou non d'ailleurs, mais on a des espaces de démocratie scolaire peut-être un peu plus développés, mais cette spontanéité qu'on a dans le premier degré, pour moi, c'est un véritable point d'appui pour les équipes. C'est très précieux de pouvoir faire aussi cet échange avec les élèves sans forcément être dans trop de guidage. Je disais sur le chat un élément par rapport à ça. Oui, tout à fait. Dans le chat, on a des interventions qui sont très très intéressantes. Je remercie Madame Mangin de l'école maternelle Henri Wallon, dans l'un des 3 départements, qui nous explique que la collaboration avec les familles est essentielle en école maternelle et primaire et que l'implication des élèves va certainement passer par celle des familles et inversement. Donc on est tout à fait là dans l'idée de notre école Faisons-la ensemble. On a aussi Madame Zakrowski, Paola, qui nous explique qu'en cycle 3, on peut peut-être s'appuyer sur les conseils d'élèves. Et puis Monsieur Chignardé qui explique que la pluridisciplinarité de l'école primaire permet une pédagogie de projet qui exploite toutes les compétences des élèves. Merci beaucoup. Alors justement, je souhaitais partager avec vous un schéma qui peut peut-être vous permettre avec vos collègues, avec vos équipes, de concevoir le projet. Alors il est issu du Vademecum, du projet innovant Cardi. Il y a aussi le bureau de l'innovation pédagogique de la DGESCO qui va publier un Vademecum au mois de mars sur la démarche de projet. Alors je ne sais pas si vous voyez suffisamment, mais à gauche vous avez donc cette démarche de projet qui part bien des besoins des élèves, identifiés à partir du projet académique Ambition 2025, et puis les différentes étapes, puisque un projet c'est vivant. Un projet, c'est un processus avec, nous l'avons dit, des moments où on va réajuster un petit peu les objectifs, où on va réguler un peu les choses. Donc vous avez 6 paliers qui vous permettent finalement avec les équipes de se positionner et de voir tout le travail qui est accompli et puis les objectifs qui restent à réaliser. Et puis à droite de l'écran, vous avez un autre schéma que vous trouvez également dans le Vademecum Cardi qui vous présente, alors il n'est certainement pas exhaustif, mais tous les acteurs de l'éducation qui, d'une façon ou d'une autre, participent soit à la conception du projet, soit à l'élaboration, soit à l'accompagnement, soit à l'évaluation de ce projet. Voilà, donc ce sont des points d'appui, il y en a beaucoup d'autres. Ce sont des points d'appui que vous pouvez retrouver dans ce Vademecum, qui est sur le site Cardi, également sur le magistère en auto-inscription de notre école. Faisons-la ensemble. Alors, peut-être un autre point que je souhaitais soulever avec vous, que j'entends parfois, peut-être plus dans le second degré, mais il doit aussi sans doute concerner le premier degré, c'est des questions qu'on me pose régulièrement, c'est comment articuler projet et programme. Est-ce qu'il faut forcément les mettre en opposition ? Et la question qui est sous-jacente, en fait, c'est comment trouver le temps de réaliser ces projets en termes de programme, que l'on soit au collège ou notamment en lycée, dans des classes à examen. Hélène, peut-être, vous pourriez nous apporter quelque chose sur cette question ? Alors effectivement, quand on mène des projets dans le secondaire, que ce soit au collège, puisque j'ai enseigné aussi au collège ou au lycée,
il faut être très vigilant à ce que le programme ne passe pas en arrière-plan en fait, et que le projet soit tellement exaltant qu'on en oublie en fait des objectifs quand même principaux qui sont les acquisitions que les élèves doivent avoir faites au final à la fin de l'année ou à la fin de leur scolarité au collège ou au lycée. Je pourrais prendre pour exemple, pour que ça soit peut-être un peu plus concret, j'ai mené pendant 5-6 ans un projet qui s'appelait Théâtre allemand. Donc l'idée était de faire du théâtre en allemand. Alors c'était hors classe, c'était un club, mais ça réunissait en fait des élèves de 6e, 5e, 4e et 3e. Et ça complexifiait en fait justement cette adéquation entre les programmes et puis le projet en lui-même. Donc il fallait être assez vigilant dans le sens où mon idée en fait était de décontextualiser ce que les élèves avaient appris, de leur permettre de se servir de ce qu'ils avaient appris en langue en fait, et de pouvoir s'approprier en fait tous ces acquis de manière pas définitive, parce qu'on sait que c'est jamais définitif, mais on va dire sur le long terme. Donc quand je prévoyais des exercices pour les 6e, 5e, 4e et 3e, il fallait que je sois vigilante à ce que ça réponde justement à leur niveau d'acquisition, de compétences, et que surtout ça enrichisse aussi leur savoir-faire en matière linguistique. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas simple d'allier les deux, mais je pense que c'est primordial en fait. Alors, c'est pas simple, mais là encore, l'équipe d'appui académique, les formateurs, les inspecteurs sont à vos côtés. Pour travailler avec vous de façon à ce que le projet ne soit pas une finalité en lui-même, mais réponde bien aux besoins et aux apprentissages des élèves. Patrice, peut-être en 2 mots, est-ce que cette question se pose aussi dans le premier degré ? Elle se pose aussi, elle est plus simple pour nous parce qu'il y a le côté interdisciplinaire qui nous permet de faire du lien immédiatement tout seul sans devoir se réunir avec d'autres collègues. Donc là-dessus, on gagne du temps. Je pense encore une fois que ce débat, on pourra l'avoir longtemps. Il ne faut pas opposer non plus socle et programme. Oui. Et à l'inverse, il est difficile de développer énormément de compétences du socle en faisant uniquement le cours standard dans sa classe. Et je pense qu'on est obligé d'allier les deux. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas borner et se dire à un moment le projet stop, il doit s'arrêter là parce qu'on doit passer à autre chose et on doit avancer. Il faut être capable de dire et pas rentrer dans un projet productiviste où l'objectif c'est juste ce qu'on va produire à la fin. Très bien, merci. Madame la principale, est-ce que vous souhaitiez apporter un point supplémentaire avant que l'on passe à la conclusion ? Non, mais je pense que Hélène et Patrice ont très bien dit les choses sur ce point-là. Et puis par rapport au programme, il peut y avoir également un point important d'appui aussi des corps d'inspection pour pouvoir rassurer les équipes quand parfois les questions se posent. Très bien, merci. Alors, juste un point sur la plateforme de dépôt des projets, la plateforme nationale. Donc, l'école, l'établissement a un code qui lui permet ensuite de déposer son projet et de renseigner aussi là où il en est, de la réflexion, de la concertation menée, etc. Si le code n'est pas forcément bien connu, n'hésitez pas à recontacter et vous l'aurez à l'adresse ici à l'écran et on va pouvoir le remettre dans le chat peut-être, notre.école@ac-amiens.fr pour toute question ou s'il manque un code, nous serons ravis de vous répondre. Alors concernant la plateforme, finalement assez peu d'éléments vous sont demandés de façon à pouvoir déposer le projet. Les objectifs, voilà, quels sont les objectifs? Alors là, évidemment, il s'agit vraiment de bien relier aux besoins des élèves, de mentionner le projet académique, le plan d'action, et nous vous avons donné, me semble-t-il, beaucoup de pistes là aujourd'hui sur les différentes étapes nécessaires. Ce qu'il faut que nous puissions comprendre quand nous lisons vos projets, c'est concrètement que vont faire les élèves. Et concrètement, que vont-ils apprendre? Que vont-ils apprendre à faire? Comment vont-ils apprendre à être? Et c'est en cela aussi que je rejoins les compétences du socle.
Les priorités visées par le projet, le nombre d'élèves impactés, est-ce qu'il s'agit d'une classe, d'un niveau, de tout le collège, est-ce que nous sommes en interdegré, est-ce que c'est un réseau, et puis les besoins d'accompagnement. Donc l'accompagnement, vous le savez, il peut être financier, pour du matériel notamment, pour des intervenants extérieurs, s'il s'agit d'associations, veiller, c'est quand même une sécurité à ce qu'ils aient l'agrément de l'éducation nationale. L'accompagnement peut aussi être de la formation, la venue dans votre établissement, dans votre école, d'un membre de l'équipe d'appui ou d'un inspecteur ou d'un formateur ou d'un membre de l'équipe CARDI pour travailler avec vous à l'élaboration du projet et à sa mise en œuvre. Donc voilà ce que vous demande la plateforme. Nous vous invitons également, puisque c'est possible, à déposer en annexe, par exemple, les devis du matériel dont vous auriez éventuellement besoin, de réfléchir peut-être en termes de cofinancement quand il y a des achats de matériel, cofinancement avec les collectivités territoriales, donc la municipalité, le département ou la région. Et puis nous vous invitons aussi à déposer en annexe peut-être le projet, détailler davantage qu'il ne le serait sur la plateforme, ou si le projet s'appuie sur quelque chose qui existe déjà, pourquoi pas une production d'élèves ou un lien vers une vidéo. Voilà, n'hésitez pas à être le plus explicite et exhaustif possible dans ces documents en annexe, de façon à permettre aux collègues qui font partie du comité de lecture de vos projets, donc composé de la direction de la pédagogie, d'inspecteurs et de l'équipe d'appui, donc pour que cette équipe puisse bien percevoir les enjeux de votre projet. Alors, on va répondre aux toutes dernières questions avant de vous quitter. Donc, également vous dire que si vous ne pouvez pas assister à ce webinaire en direct, tous les webinaires sont disponibles en replay sur le Magistère, notre école Faisons-la ensemble, en auto-inscription. Donc, vous vous auto-inscrivez, puis vous avez accès à ces webinaires que vous pouvez regarder lorsque vous êtes disponible. Pour toute question, problème d'accès ou des questions vraiment de fond sur l'élaboration des projets, n'hésitez pas à nous contacter à l'école mentionnée. Alors, concernant des méthodes et outils pédagogiques pour animer des séances du type Design Thinking ou Jigsaw, oui, il y a en effet des méthodes, notamment Canopé qui le propose dans certains de nos départements. Donc, dans ce cas-là, nous vous invitons à contacter Canopé et à consulter leur site, puisqu'ils ont réalisé notamment un fascicule ou un recueil de différentes méthodes d'animation pour réaliser les concertations ou pour réaliser également ces conceptions de projets. Voilà, écoutez, il est 13h14. Nous vous proposons de mettre fin à ce webinaire. Nous vous précisons que nous restons à votre écoute. Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux. Et puis je remercie vivement Madame la Principale, Madame Balmy, Hélène, Siga et Patrice Claire à distance pour leur participation, qui, je l'espère, aura répondu à vos questions. À très bientôt. Prochain webinaire, même lieu, même heure, le jeudi 9 mars à 12h30. À très bientôt. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir.